Je vais vous parler de deux thématiques qu'on développe au sein de l'Institut. Donc tout d'abord la conservation des cépages et après je vous ferai un petit point rapide sur où on en est sur la création variétale résistante la création variétale donc résistante au mildiou et à l'oïdium sur des cépages avec des cépages du Val-de-Loire. Donc mais je serai assez rapide parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui intervient après sur la création variétale. Donc tout d'abord, un petit rappel, l'espèce Vitis vinifera, donc la vigne, est à l'origine de nombreux cépages. Il y a, comme vous l'a expliqué l'intervenante avant, donc, il y a de nombreux facteurs qui ont contribué à l'appauvrissement génétique des cépages, en particulier la crise du phylloxéra. Alors j'aime bien le matérialiser comme ça. La diversité des cépages, eh ben, c'est le saladier avec plein de bonbons différents. Il est rempli, ce saladier. C'est ce qu'on avait avant le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est ma fille. Hein, d'accord. Et après son passage, voilà ce qui reste dans le saladier. Donc, moins de diversité, moins de cépages et en plus, moins de diversité. Donc, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants savent ce que c'est. Ils ont tous compris. Donc la restructuration des vignobles après la crise du phylloxéra et aussi les évolutions culturelles. Tout ça sont des facteurs qui ont qui ont contribué à l'appauvrissement du patrimoine génétique. Pour faire face, on a mis en place des conservatoires intravariétaux. Donc intravariétaux, ça veut dire à l'intérieur d'une variété. Donc des conservatoires du cépage chenin, des conservatoires du cépage cabernet franc. Mais je vais revenir un petit peu après dessus en détaillant un des projets que nous avons. Donc, ces conservatoires permettent de préserver le patrimoine des cépages, la conservation des gènes existants qui peuvent avoir un intérêt agronomique actuel ou futur. En particulier, on pense tous à l'évolution climatique. Et aussi la sélection de nouveaux clones. En vigne, on a des clones pour diffuser le matériel végétal. Donc un conservatoire, c'est une parcelle qui regroupe la diversité d'un cépage. Donc intravariétal, un cépage ou une variété. Pour cela, comment on fait ? On va dans des vieilles parcelles qui sont non clonales pour effectuer des repérages ou des prospections. Ce qu'on fait dans ces vieilles parcelles, on repère toutes les différences. Nous n'avons aucun a priori de production future. On repère toutes les différences que peut contenir ce cépage. Donc des différences ampélographiques, donc c'est la forme et la couleur des feuilles, le port de la vigne, etc. Des différences de fertilité, de vigueur, de compacité, de sensibilité aux maladies, etc. Et depuis 1987, il existe en France un protocole spécifique d'établissement des conservatoires où on met en avant la diversité des parcelles sources, donc c'est-à-dire qu'on préfère prospecter de nombreuses parcelles sur un grand secteur et marquer une souche par parcelle, plutôt que faire un petit secteur sur une parcelle, 10 souches. Il y a plus de diversité sur différents secteurs qu'à l'intérieur d'une même parcelle. On prend en compte l'état sanitaire, mais ça aussi j'y reviendrai, c'est très important. Dans un conservatoire, nous ne conservons que ce qui est indemne des viroses principales de la vigne, c'est-à-dire indemne de Cournouet et des enroulements 1, 2 et 3. Ce sont des viroses de la vigne. Et ensuite, la sécurité du foncier, alors ça on le met assez en avant parce qu'on a vu à une période on mettait des conservatoires chez des viticulteurs et malheureusement derrière pas de repreneurs chez ces viticulteurs et les conservatoires en péril où il y a 5 ans notre conservatoire de Sauvignon gris qui se trouve à côté de Poitiers se trouvait tout simplement sur le tracé de la LGV Paris-Bordeaux. Voilà. Donc, je vous ai fait très rapidement une petite diapo pour vous rappeler qu'est-ce que c'est la diversité, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle qu'au sein d'un cépage, il y a de la diversité, et bien c'est tout simplement des petites mutations qui peuvent exister à l'intérieur du génome. Alors, je passe assez vite. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ces mutations, elles peuvent être dites silencieuses, on ne voit rien, ou elles peuvent être de forme assez exceptionnelle, comme vous voyez la baie avec une rayure colorée, et le reste est blanc, ou la grappe qui est moitié blanche, moitié rouge, la feuille, et puis en fait, cette feuille-là,
c'est du Chasselas ciuta. Donc en fait, c'est une mutation qui a été fixée, et c'est-à-dire que ce Chasselas a toujours des feuilles découpées, c'est maintenant sa caractéristique. Tandis que la plupart des autres images, là, ce sont des choses que l'on observe qu'1 an, c'est pas stable dans le temps. L'année d'après, les baies, elles seront toutes blanches. Voilà, les feuilles qui repousseront, elles seront toutes vertes. C'est ce qu'on appelle des mutations épigénétiques. C'est sur une année, ça exprime, et puis après, ça repart. Voilà. Et l'une des sources, les sources importantes de mutation, c'est le rayonnement UV et tout ce qui est les stress. Tout le stress, mais je pense que c'est pareil chez tous les végétaux. Je vous ai mis un petit exemple de diversité, parce que je vous parle de diversité. Alors ça, c'est pour le cépage négrette. C'est mon collègue de l'IFV Sud-Ouest qui a fait cette diapo. Donc toutes les feuilles que vous voyez, c'est bien pour le même cépage. Donc vous voyez qu'il y a, quand je vous parlais de diversité ampélographique, il y a bien de la diversité. Et on est bien sûr que c'est bien le cépage négrette. Voilà. Et puis on le voit un peu moins sur les photos, mais il y a aussi, là ça se voit quand même. Il y a des diversités de fertilité, de vigueur et de forme de grappe. Voilà. Donc tout ça, c'est la diversité intravariétale, donc le même cépage et différents individus ou accessions. Donc je vous fais aussi un petit point pour vous dire qu'en France, la conservation, c'est bien structuré. Hein. On a plus de 3 niveaux. Donc d'abord la diversité qui est conservée à la collection nationale de l'INRA de Vassal. Donc c'est dans le sud de la France, à côté de Béziers. Donc eux, ils conservent tous les cépages, tous les porte-greffes, toutes les variétés. D'accord ? Ensuite, il y a la diversité, donc celle dont je vous parlais, intravariétale. Donc tous les clones agréés de tous les cépages autorisés en France qui sont conservés à l'IFV du Grau-du-Roi, donc à côté de Montpellier. Et enfin, la diversité intravariétale, celle dont on s'occupe en région, celle dont nous, on s'occupe par exemple en Val-de-Loire, qui est conservée, qui sont dans les régions d'origine des cépages. Donc en fait, on est un réseau de 36 partenaires, donc il y a l'IFV, il y a des chambres, il y a des associations, il y a des interprofessions qui s'occupent de ça, et on est tous un réseau de partenaires qui s'occupent de la conservation en région. Donc, les conservatoires, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le maintien du patrimoine génétique des cépages, la diversité, c'est un travail collectif. Donc, je reprends sur cette diapo le fait que nous avons un protocole qui nous est imposé par le CTPS, donc Commission technique de participation et de sélection, c'est un organisme officiel. Donc, on doit absolument respecter ce protocole, dont les tests sanitaires, donc Cournouet, enroulement 1, 2, 3, c'est simple, ce sont des viroses qui se transmettent par greffage. Donc si on greffe un morceau de bois, si on prend un bout de vigne, un greffon de vigne, qu'on le greffe ou qu'on le bouture, si la souche d'origine avait la maladie, on est sûr que les descendants ont la maladie. D'accord ? Donc pour éviter de propager des maladies, il y a assez de facteurs de dépérissement en vigne, donc si on peut éviter d'en propager, voilà. Dans la mesure du possible, on met les conservatoires sur des terrains vierges ou suffisamment reposés, justement à cause des vecteurs du Cournouet. Donc au minimum 10 à 12 ans de repos du sol, mais dans l'idéal des terrains vierges. Et enfin, on met dans ces conservatoires des clones agréés pour voir comment se comportent nos accessions. C'est vraiment quelque chose qui s'est accéléré et dont l'IFV et ses partenaires ont pris conscience depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait peu de conservatoires. On le voit, je suis désolée, c'est un peu petit. On le voit un petit peu sur ce graphique. Mais vous voyez, le nombre de parcelles s'est accéléré. Aujourd'hui, on a 180 conservatoires partout en France et plus de 20 000 accessions différentes qui sont conservées. Je vous fais quand même un petit focus sur mon aire de jeu. Donc voilà mon aire de jeu. Ça va de l'estuaire Nantes et la Vendée, le plus à l'ouest. Et puis ici, là, en tout petit, on ne le voit pas bien parce que c'est un peu hors de ma carte, l'aire de jeu s'étend jusqu'à Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui est le vignoble au-dessus Clermont-Ferrand. Et donc, tout le secteur de la Loire, c'est le secteur dont on s'occupe, nous, à l'IFV du Val-de-Loire, pour la préservation des cépages. Donc, on a 16 conservatoires différents, avec des variétés emblématiques, comme le Cabernet Franc, le Chenin, le Sauvignon,
mais aussi des variétés plus modestes, comme le romorantin, l'orbois, ou les 4 cépages dont je vais vous parler ensuite, qui sont notre projet qu'on a appelé cépages rares du centre de la France. Je ne l'ai pas précisé, mais un conservatoire n'est pas figé, c'est-à-dire que quand on le met en place, si on trouve d'autres origines ailleurs, on peut enrichir une parcelle, c'est-à-dire planter une nouvelle famille. Et c'est par exemple ce qu'on fait sur notre conservatoire de Chenin. Nous avons été récupérer des origines en Aveyron, en Val-de-Loire, mais aussi en Afrique du Sud. Voilà. Donc ce conservatoire de cépages rares du centre de la France, donc on s'est limité quand on appelle centre de la France, ces départements Loir-et-Cher, Indre et Allier, le secteur de Montluçon. En fait. Voilà. Donc en fait, il y a eu une stagiaire au Biopôle Centre, donc c'est l'Union des ressources génétiques du centre, et au Vinopôle, donc à l'IFV Amboise, en 2016, qui a fait elle a répertorié, elle a fait un point sur quels sont les cépages sur ce secteur centre de la France. Ça a permis la rédaction d'un poster et de fiches. Et en fait, elle a identifié 7 cépages qui sont dits rares ou modestes, on emploie le terme qu'on veut, peu utilisés. Et elle a aussi mis en évidence les freins. Pourquoi les vignerons n'utilisent pas ces cépages? Donc en fait, c'est la faible disponibilité en matériel végétal. Évidemment, un cépage comme le genouiller, il a été retrouvé qu'une souche. Vous comprenez bien qu'avec une souche, on manque un petit peu de matériel végétal pour fournir les viticulteurs. Aussi, un manque de connaissances agronomiques, parce que ce sont des cépages qui ne sont plus utilisés. Donc les viticulteurs n'ont plus d'itinéraire technique pour vinifier, pour cultiver correctement ce cépage. Et aussi la difficulté de mise en marché, puisque ce sont des vins peu connus, et donc on a du mal à les vendre. Sur ces 7 cépages identifiés, 4 n'avaient pas de conservatoire. Donc 4 n'étaient conservés nulle part. Donc il a été décidé, évidemment, de créer ce conservatoire de cépages rares du centre de la France. Donc à partir de 2017, alors, je vous mets le petit processus de comment on fait. Donc il faut d'abord recenser les parcelles. Donc pour cela, on a fait appel aux douanes, quand ils peuvent nous fournir en nous disant Monsieur X, il a du Gascon, Monsieur Y, il a du Genouiller, etc. Donc les douanes, les sollicitations auprès des vignerons que l'on connaît, de la zone, et aussi il y a eu des appels à grand public par la presse. D'accord ? Ces appels à grand public par la presse nous permettent de toucher les particuliers qui ont une treille le long d'un mur, ils ne savent pas ce que c'est, ou leur grand-père leur a dit que c'était du gouget. Donc on y va, on regarde. Si on est sûr, pas de souci. Si on n'est pas sûr que ce n'est pas le cépage recherché, on prélève des feuilles, on fait faire un test ADN et l'histoire, elle est réglée. C'est ce cépage-là ou c'est pas ce cépage-là. Voilà. Donc on a réalisé des prospections dans les vieilles vignes. Alors on fait les prospections en septembre, c'est parce que ça permet de voir les décalages de maturité. D'accord, au mois de septembre, on peut savoir si, quand on est dans une parcelle pour un cépage donné, y a des choses qui ont véré, d'autres qui n'ont pas véré. Donc on voit les décalages de maturité. Et surtout, ça nous permet de repérer assez facilement les viroses dont je vous parlais tout à l'heure. En particulier, au niveau visuel, on voit très bien en septembre les symptômes d'enroulement et les symptômes de jaunisse, donc qui sont les maladies flavescence et bois noir. Donc nous avons en 2017 vu 17 parcelles, on ne pensait pas en trouver autant parce que ce sont des cépages qui ne sont plus cultivés, et on a marqué 110 souches. Voilà. Donc ensuite, à l'hiver, on ramasse les bois qu'on a repérés, on fait faire sur chaque fagot de bois, une souche égale un fagot de bois. On prélève un petit échantillon, on fait faire les tests Cournot enroulement. Ce qui est sain, donc qui n'ont pas la maladie, est greffé et ensuite planté. Ce qui est malade est détruit. Voilà. Donc sur les 110 souches qu'on avait repérées, donc 4 cépages, 110 souches, on n'a pu conserver que 57 souches qui n'étaient pas malades. On a une parcelle qui était magnifique, une parcelle de gouget, donc c'est un cépage où on avait très très peu d'origine, et 100% de nos souches étaient cournouées. Donc,
malheureusement, on ne peut pas conserver. Donc ce conservatoire a été mis en place sur notre domaine expérimental à Montreuil-Bellay. Parce que quand on vous parle de sécuriser le foncier, on a désormais depuis 2016 un vignoble expérimental à l'IFV à Montreuil-Bellay, et quand on peut, on plante dessus. On est un peu plus sûr de sécuriser et de la continuité du domaine. Et voilà, c'est bien beau, mais j'ai mis en place un conservatoire, et après, je fais quoi? Après, on va étudier toute la diversité de ces cépages. Donc là, ça a été planté l'année dernière, en 2019. Donc on va lui laisser le temps de pousser un petit peu, de mettre à fruit. Et puis d'ici 3-4 ans, nous allons étudier toutes les accessions, une à une, sur leur cycle phénologique, leur potentiel viticole, etc. Pour faire quoi? Pour voir si certains de ces individus se comportent correctement et ont un potentiel pour la viticulture actuelle ou future. Donc c'est toute une démarche assez longue de recherche. Et puis, ces conservatoires peuvent aussi fournir du matériel végétal, puisque tout à l'heure, je vous disais que pour certains cépages, il n'y avait pas assez de matériel végétal. On peut fournir du matériel végétal issu de ces parcelles, ce qui permet aux viticulteurs de disposer de matériel. Alors, standard, en vigne, il y a plein de catégories de matériel. C'est du matériel standard, mais dont on est sûr de la qualité sanitaire, puisqu'on a fait les tests Cournouet-enroulement et que nos conservatoires sont testés tous les 6 à 10 ans. Donc, en permanence, on s'assure de la qualité sanitaire et qu'il n'y a pas de recontamination au sein du conservatoire. Notre deuxième activité, donc là, qui est complètement déconnectée, c'est-à-dire que la première partie du travail, c'est préserver le patrimoine existant. Et cette deuxième partie, c'est plus créer de la nouveauté, c'est de l'innovation. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est deux choses totalement différentes. Donc, la création variétale, c'est pas tout à fait une nouveauté. Cette petite diaporama m'a été fournie par Thierry Lacombe de l'INRA à Vassal. Donc, elle explique que de tout temps, la vigne a évolué de par sa domestication. Voilà, il y avait de la vigne sauvage, elle était hermaphrodite, et aujourd'hui, on est avec des voilà. Il y avait vigne mâle, vigne femelle, et aujourd'hui, on est avec de la vigne classique qui s'auto-féconde. Et donc ça, c'est ce qu'il a appelé l'innovation inconsciente. C'est la nature, on va dire. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu l'innovation consciente, puisque avec la crise du phylloxéra, on a commencé à hybrider la vigne et à créer ce qu'on appelle les hybrides producteurs directs, dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait comme hybride dans votre région, mais nous, en Val-de-Loire, on était sur de l'Othello, de l'Auberlin, etc., du Rayon d'Or. Voilà. Donc, c'est juste pour rappeler que la création variétale, ce n'est pas tout à fait nouveau, ça existe depuis un petit moment. Donc, nous, en Val-de-Loire, l'interprofession a demandé d'essayer d'hybrider des variétés résistantes. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, il y a des programmes de création qui sont faits par l'INRA, mais je pense que quelqu'un va en parler tout à l'heure. Donc, ces variétés résistantes avec nos cépages emblématiques du Val-de-Loire. Donc, il a été décidé que ça serait melon, chenin et sauvignon. Pourquoi pas le Cabernet Franc? Parce que le Cabernet Franc, il y a un programme identique qui est fait à Bordeaux, et que comme ces programmes de recherche sont assez longs et coûteux, on va plutôt laisser faire Bordeaux le Cabernet Franc, puis quand ils l'auront fait, on verra s'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Et inversement, c'est-à-dire que nous, on va faire le Sauvignon, et peut-être que quelques descendants de nos Sauvignons pourraient les intéresser. Donc voilà, on a pris nos variétés emblématiques, et on les a croisés avec des cépages résistants issus des programmes Resdur et Génovigne. Ça a été fait au Gros-du-Roi, donc à côté de Montpellier à l'IFV, à Colmar, par l'équipe INRA, et nous à Montreuil-Bellay. Donc ça a été une grande découverte de cette manipulation, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc je vous ai mis quelques petites photos de comment on fait. On attend que la vigne soit pratiquement en fleurs, juste avant floraison. Et puis on a une petite pince, et on castre les fleurs de vigne. Donc là, c'est
Voilà, on est bien installé, on a nos petits parasols. On a plusieurs géniteurs qui sont issus des programmes Resdure et Génovine, et en fait, ce sont des variétés, ah oui, je ne l'ai pas précisé, qui ont des résistances au mildiou et à l'oïdium, avec 2 gènes de résistance mildiou et 2 gènes de résistance oïdium. D'accord. Voilà, excusez-moi, c'est vrai que ce n'est pas précisé. Donc, voilà, c'est assez long, c'est fastidieux. Pour castrer une inflorescence, on met à peu près 1 heure. Et puis parfois, on arrive à la dernière fleur et hop, on casse la grappe. Donc vous imaginez que quand on entend un « oh, bip » au bout, c'est que j'ai un collègue qui a cassé la grappe et qu'il faut que tout recommence. Donc le but, c'est vraiment d'enlever les sacs polléniques et de ne pas abîmer le pistil. Dès qu'on est à cette étape-là, donc là, ce sont des fleurs castrées, hein, on ensache, on met dans un petit sachet, on ferme. Et le lendemain, donc vous voyez là, ça c'est du pollen que j'ai récupéré sur des variétés résistantes. Donc ça c'est ma mallette à polliniser, ma mallette de peintre. Et avec un pinceau, je viens appliquer le pollen sur les fleurs qu'on a castrées. À chaque fois, on referme. Et puis après, on attend et on croise les doigts. Parce que quand c'est la première fois qu'on le fait, on croise les doigts. Tous les jours, on va vérifier que est-ce que ça grossit, est-ce que ça grossit pas. Et puis parfois, on a des belles réussites. Et puis parfois, on n'a pas de belles réussites. Et puis parfois, on a des très belles réussites comme celle-ci. Et puis au final, il se trouve que c'est que des autofécondations. Donc on a quand même raté. Donc voilà. Donc au mois de septembre, on récolte les pépins. Et puis alors nous, on ne fait pas de germination, on n'est pas équipé on n'a pas de serre. Donc mes pépins, je les envoie au Gros du Roi. Et eux, ils font les semis. Ils font ce qu'on appelle la sélection assistée par marqueur. Donc on prend une petite feuille, on la passe en analyse ADN et on regarde est-ce que cette nouvelle variété a intégré à son génome les gènes de résistance que l'on souhaitait ou pas, parce que ce n'est pas du 100%, c'est-à-dire que ça reste de ce que moi j'appelle de la loterie génétique. Ça marche ou ça ne marche pas. Ce qui a intégré les gènes de résistance passe en stade 2, c'est-à-dire que c'est greffé, ça pousse en serre, et puis on récupère les bois, on greffe, et après on rentre dans un protocole d'expérimentation qui est assez long, puisque vous voyez, je vous ai marqué, ça dure à minima 15 ans, si on n'a pas d'aléas climatiques, et si tout se passe bien. Donc avec tous les éléments que je vous ai donnés, c'est bien beau, mais quel choix je fais pour mon vignoble? Voilà, alors ce qui est très très important, c'est de réfléchir le choix en amont de son matériel végétal. On ne plante pas sur un coup de tête en se disant tiens, allez, je vais faire un vignoble avec telle chose. Donc on en revient, il faut faire très très attention au choix du porte-greffe, parce qu'aujourd'hui il y a des porte-greffes qui sont peu tolérants à la sécheresse. Donc il faut faire attention à ça. On sait qu'il y a des porte-greffes qui sont plus adaptés à la sécheresse, comme par exemple le 1103 Paulsen, le 110R, etc. Les porte-greffes ont une action sur le cycle végétatif. Ils peuvent un petit peu avancer ou retarder le cycle végétatif. Et puis une chose importante, c'est la résistance au calcaire. Quand on se trouve sur des terres qui ont beaucoup de calcaire, le porte-greffe règle ce problème. Il faut aussi faire attention à sa variété, à son cépage, en réfléchissant quel type de produit je veux faire, quel cépage semble adapté. Et aujourd'hui, on a quand même une belle gamme de cépages disponibles, donc ce qu'on appelle les cépages emblématiques ou les cépages rares, aussi les variétés résistantes, et aujourd'hui, on peut aussi avoir des variétés étrangères. Plus globalement, il faut bien prendre en compte ce qu'on appelle l'effet terroir, donc, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, donc qui est le milieu... qui est l'interaction entre le milieu naturel, le matériel végétal choisi, les pratiques viticoles, et aussi l'effet millésime, donc la météo, etc. À l'IFV, on a développé, anciennement avec l'INRA, etc., une méthodologie de cartographie des terroirs qui permet d'accompagner les viticulteurs dans leur choix. Donc je vous montre en vitesse ce que permet cette cartographie. Donc, en fait, cette cartographie, elle va permettre de savoir ce qu'on a en sol et la capacité de son sol, et pour ensuite faire des conseils, donc adapter le matériel végétal, mais aussi la qualité des produits, et enfin, on peut avoir des conseils sur le profil produit.
Donc je vous ai mis des exemples de cartes qui sont sorties. Donc vous voyez là, c'est par exemple, sur cette carte, on a toutes les textures du sol en profondeur. Il y a aussi des types de cartes pour le drainage. Ça permet ça aussi de choisir est-ce qu'il y a une action à faire avant de planter, quel porte-greffe je choisis, etc. Voilà, ça c'est une carte sur l'adaptation du porte-greffe et il y a plein, toute cette cartographie permet d'avoir plein de conseils. Donc je vous encourage à aller sur le site internet iTerroir. D'accord, c'est toute la cartographie qui a été faite en Val-de-Loire et vous verrez comment ça fonctionne sur les conseils, etc. Non, alors cette cartographie, elle a été faite sur le Val-de-Loire par la cellule des terroirs viticoles. Il est possible de demander à avoir une cartographie de son exploitation. Aujourd'hui, la cellule terroir de l'IFV, elle va faire des cartographies dans le vignoble breton. Il y a beaucoup de plantations qui se font en Bretagne et il y a des viticulteurs qui nous ont demandé est-ce que vous pourriez venir cartographier ma parcelle, que je sache ce que j'ai et que derrière j'ai le conseil sur quel porte-greffe, quel cépage pourrait s'adapter, quel est mon type de sol, quelle est la réserve utile, etc., etc. Voilà, et merci à tous pour votre attention et j'attends vos questions si vous en avez. J'espère que tout a été à peu près clair.